Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour et bienvenue dans l'émission Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et très heureux de vous retrouver pour cette saison avec à mes côtés, on va commencer par Stéphanie. Je montre Basile du doigt, mais c'est Stéphanie que je présente. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tous. Stéphanie, tu es coordinatrice du PTSM, projet territorial de santé mentale. De Meurthe-et-Moselle. De Meurthe-et-Moselle, très bien, tu nous accompagnes sur cette émission tous les mois. Basile est avec nous également du CREPSI Espoir 54. C'est ça. Et on est très heureux de te retrouver avec nous notre invité du jour pour parler alors d'un sujet important. Je suis très content qu'on l'évoque ce matin. On va parler de l'adolescence et de la santé mentale des adolescents avec vous, Philippe Merclin. Vous êtes infirmier, consultant, clinicien à la Maison des Adolescents qui est portée par l'OMH. C'est bien l'OHS, pardon. Pourquoi je dis l'OMH ? L'OHS. C'est bien ça. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à vous. Dans quelques instants, on va discuter avec vous. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que l'adolescence, parce que finalement, c'est peut-être la première question qu'il faut se poser. Et puis, évidemment, on évoquera ensemble tout ce que ça implique en termes de santé mentale. Merci en tout cas à vous d'être avec nous pour cette émission. Comme chaque mois, l'émission va démarrer par les micro-trottoirs. Vous le savez, on vient à votre rencontre dans la rue et on vous pose des questions. Stéphanie, la première question que vous avez posée dans la rue ce mois-ci. Pensez-vous que les ados aient une santé mentale ? Est-ce qu'ils ont une santé mentale ? Bah oui, bien sûr, comme tout le monde. Mais en fait, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'ados qui sont extrêmement perturbés. Parfois, tentatives de suicide, ça existe. Moi, j'ai connu ça. Et malheureusement, la prise en charge est extrêmement longue dans la mesure où il y a beaucoup d'attentes. Et c'est ça la difficulté. Par contre, lorsqu'ils sont pris en charge, moi, je trouve que c'est sérieux, c'est fait avec beaucoup d'attention. Mais malheureusement, l'attente est très longue. Et entre-temps, les parents ne savent pas quoi faire, comment réagir. Et en définitive, c'est assez angoissant. Une attente trop longue pour aller vers où du coup ? Vers quoi ? Pour aller vers les professionnels de la santé en définitive, c'est bien ça la difficulté. Je pense pas qu'il y ait de santé mentale chez les jeunes en ce moment, non, honnêtement. Je pense qu'il y en a une, mais en tout cas elle est pas très bonne en ce moment, quoi. Ah bah oui, c'est même ce qui les définit, je dirais. Si sa santé va bien, l'ado va bien, et puis si la santé mentale dysfonctionne, c'est toute la famille qui en pâtit, quoi. Oui, je pense qu'ils ont une santé mentale, puisque certains vivent mal, par exemple, leur vie étudiante, d'être dans une ville éloignée de leurs parents, par exemple, ou de leurs amis, de leurs proches. Bien sûr, on est des humains. Oui, c'est vrai. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas trop, c'est quand les adultes ils nous disent que nous, on peut pas avoir de problème, alors que c'est vrai, et je pense qu'on devrait plus faire attention à ça. Attention à notre santé ? Oui, à notre santé à nous, les adolescents, parce qu'on pense souvent qu'on peut pas avoir de problème ou par exemple avoir de dépression, qu'on est toujours dans l'exagération. Parce que nous, on est jeunes et on est censé être en bonne santé, mais je pense que c'est un problème. Tout dépend de ce qu'on définit par santé mentale, du coup, mais je pense, oui. Pour moi, c'est tout ce qui touche au psychologique. Tous les impacts que peuvent avoir les événements qu'on vit sur la santé, sur le psychologique, quoi. Les ados, ils sont un peu dans leur monde avec les multimédias de maintenant. Ils sont un peu ailleurs, dans un monde multimédia, les écrans, Internet, les réseaux sociaux. Ils vivent comme ça, ils vivent aussi avec la musique. Les jeunes, ils écoutent beaucoup de musique. Ils sont plus rêveurs que les adultes. Ils communiquent différemment. La santé mentale, c'est peut-être pas la même santé que les adultes. Ah, une vraie question qui se pose sur la dernière intervenante. Est-ce que la santé mentale de l'ado est la même que celle de l'adulte ? En tout cas, a priori, on parle de multimédia, de musique, tout ça, et de plein d'autres choses. En tout cas, la santé mentale existe chez l'ado. C'est ce qu'on retient quand même de cette première question. Tout à fait. Oui, bien sûr, comme l'a dit l'un des personnes qui ont été interrogées. Comme tout le monde, les ados ont une santé mentale. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés. Certains pensent que les jeunes vont bien parce qu'ils sont jeunes et ils sont censés être en bonne santé et bonne santé mentale. Et même qu'ils n'ont pas la même santé mentale que nous. Quelques chiffres qui ont été donnés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 ans à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble de santé mentale, ce qui représente 13% de la charge mondiale de morbidité dans cette tranche d'âge. La dépression, l'anxiété, les troubles du comportement sont parmi les principales causes de morbidité et d'invalidité chez les ados.
Quand même des chiffres qui sont impressionnants. Conséquent, ouais. Et le suicide est la 4e cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans. Donc, une personne sur 6 est âgée de 10 ans à 19 ans, donc pour dire que ça, c'est important et qu'il faut vraiment le prendre en compte. Et dire aussi que l'adolescence est une période unique et formatrice. Les changements physiques, émotionnels et sociaux, y compris l'exposition à la pauvreté, à la maltraitance ou à la violence, peuvent rendre les adolescents vulnérables aux troubles mentaux. Pour que les ados soient en bonne santé et se sentent bien pendant cette étape de leur vie et du passage à l'âge adulte, il est donc fondamental d'éviter qu'ils tombent dans ces écueils, de mettre en avant l'apprentissage socio-éducatif et le bien-être psychologique, et du coup de leur garantir un accès aux soins santé mentale. L'adolescence, on peut le dire, c'est le fondement de la vie adulte. Il est donc primordial qu'ils prennent soin de leur santé mentale, comme tout un chacun. Oui, puis on sent que la santé mentale, c'est même très central dans la question de l'adolescence. La deuxième question que vous êtes allés poser, Roman et Basile, dans la rue. Alors, selon vous, qu'est-ce qui porte atteinte à la santé mentale ? Je pense la pression scolaire déjà, hein, malheureusement on le voit dans l'actualité, donc ça peut être sur les examens, puis l'environnement avec les camarades, et puis la manière, les relations qu'ils peuvent avoir avec leurs parents, avec leur fratrie, tout ce qui se passe à la maison, hein, forcément. La période où on se cherche, donc à peu près l'adolescence, là je pense qu'on est vachement vulnérable, oui, vulnérable parce qu'on se construit en tant que personne, en tant qu'adulte, enfin jeune adulte. Surtout au collège, lycée, je dis souvent que les collégiens ils sont un peu ingrats entre eux. Voilà. Ce qui peut porter atteinte à la santé mentale des ados. Toutes les informations qui sont assez pessimistes. Et puis je trouve qu'on incite beaucoup trop les ados à se remettre en question, à se demander quelles sont leurs origines, quels sont même le genre. Je trouve que ça complique la réflexion des ados, ils sont en pleine réflexion, mais les inciter à réfléchir d'une certaine manière en les questionnant davantage, alors que déjà ils sont préoccupés par essence du fait que ce sont des ados, je trouve que c'est perturbant et c'est pas constructif. L'alimentation. J'ai remarqué qu'ils s'alimentaient pas bien. Il faut manger fruits, légumes... etc. quoi. Oui, c'est vrai, il y a plein de facteurs, mais oui, c'est vrai que l'école, ça joue quand même un gros rôle là-dedans, parce que ça dépend des profs qu'on a, etc. Mais déjà, on a quand même des gros horaires, des grosses journées, ce qui fait que des fois, c'est difficile de s'organiser, on a cette pression-là, et puis ça peut être aussi des facteurs familiaux. Par exemple, si notre famille, elle est pas trop... elle nous écoute pas vraiment, elle va pas nous soutenir, ou c'est un peu distant, on peut pas trop parler de choses... ce dont on a besoin de parler, ça peut mener à détériorer notre santé mentale. Beaucoup de choses, les réseaux, tout ce qui est tabac, alcool, tout ça, qui deviennent de plus en plus tendance. Là, moi, j'ai fait un séjour en tant que directrice justement avec des ados cet été, et en fait, ils ont aucune conscience de ce qu'est la vraie vie, quoi. Et du coup, ils prennent des risques permanents. Et ça, pour le coup, c'est ce qui va jouer sur leur santé mentale après, quoi. Là, cette année, j'ai été assez interpellée quand même par leurs attitudes au quotidien. En fait, ils sont en permanence sur les réseaux et les TikTok et les machins, et ils sont tout le temps dans le paraître. Mais du coup, en fait, ça leur fait un mal énorme parce que ce qu'ils donnent, c'est jamais suffisant en fait par rapport au réseau et tout ça, et du coup donc ils continuent à faire ça, et en fait c'est un cercle vicieux vraiment, et ils s'engrainent là-dedans, et pour moi c'est très très mauvais pour eux, quoi. Voilà, énormément de facteurs qui peuvent porter atteinte à la santé mentale si on écoute les réponses dans la rue. Basile, tu peux résumer peut-être tout ça ? Plein de facteurs, plein de déterminants. Donc, comme l'a dit une des personnes interviewées, donc l'adolescence est une période où l'on se construit en tant qu'adulte, et évidemment cette période elle peut être plus ou moins facile pour l'adolescent. Et les adolescents peuvent du coup se sentir mal, notamment dans la relation avec les autres, être angoissés, stressés, et tout ça du coup peut impacter leur santé mentale. On va donc retrouver différents déterminants qui peuvent impacter la santé mentale des adolescents. Comme on peut le dire, des interviewés, il y a bien sûr dans un premier temps l'école, qui peut avoir un impact très important sur le mal-être des jeunes. On considère, donc c'est une étude de l'Ipsos publiée en novembre 2021, qu'un élève sur 3 déclare que la façon dont il se sent a des conséquences négatives sur ses résultats scolaires, sa capacité à se concentrer en classe et son intérêt pour les cours. Et de l'autre sens, également, 64% des adolescents expriment une angoisse des notes liées aux épreuves à l'école.
Et l'école, bien sûr, elle n'est pas le seul déterminant. On va retrouver les relations et la situation familiale, les prises de risques avec la consommation de substances, on nous en a parlé. Et bien sûr, on nous a beaucoup parlé aussi de l'impact des réseaux sociaux dans la construction identitaire des adolescents. Ok, on en reparlera tout à l'heure évidemment avec notre invité Philippe Merclin. Et la troisième question du coup que vous êtes allé poser dans la rue, c'était... Si votre enfant, un ami ou un proche adolescent avait une santé mentale défaillante, quels conseils pourriez-vous lui donner ? Ah, c'est pas simple. C'est malheureusement compliqué. Enfin, ce que je ferais, je lui parlerais, j'engagerais une conversation, un dialogue. Je resterai proche et puis communicative. Je conseillerais directement d'aller conseiller un psychologue ou un psychiatre parce que je pense que c'est des périodes où ils ont besoin de sortir des choses et de parler et pas forcément avec leurs parents ou leurs amis, peut-être avec un professionnel et que ça leur ferait le plus grand bien. Je pense que je lui dirais de sortir un petit peu plus, même si ça a été compliqué avec le Covid. Et après, il y a eu aussi les réseaux sociaux aussi qui ont fait partie de cette mauvaise santé mentale et je pense que je lui dirais de stopper un peu ça et de sortir un peu plus à l'extérieur. Je l'enverrai directement vers un spécialiste, tout en sachant que le parcours va être compliqué. Alors la clé, je pense, c'est d'en parler, poser des mots sur les émotions, ce qu'il ressent, comment il vit cette situation. Et si je vois que ça me dépasse, prendre rendez-vous avec un professionnel pour qu'il se sente mieux. Psychologue, je pense. Voilà, après, j'aimerais quand même bien, si c'est mes enfants, j'aimerais quand même mettre un climat de confiance et qu'ils se confient à moi quand même. Lui proposer d'en parler, en tout cas être là, parce que ça peut être difficile de s'ouvrir, surtout à cet âge-là. Donc au moins offrir la possibilité d'en parler, mais si c'est pas avec nous, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Aider à orienter vers quelqu'un qui peut aider si besoin. Personnel de santé, psychiatre, psychologue. Puisqu'ils sont à l'école, normalement il y a des psychologues de l'éducation nationale, tout ça, mais ça peut aussi être des gens juste de confiance avec qui ça pourrait leur faire du bien de parler. Des parents, des amis, des parents plus éloignés, grands-parents, cousins. Une fois juste parler, ça fait du bien quoi. Moi j'ai eu affaire à un psy que j'ai été voir et du coup je pense que c'est quelque chose qui devrait être déjà beaucoup mieux remboursé. Après je sais qu'il y a des CMP, des choses comme ça pour les jeunes et je pense que il faut pas négliger l'importance d'un psychologue ou d'un psychiatre sur les effets que ça peut nous apporter et aussi essayer de dédramatiser le fait d'aller voir un psy parce que c'est souvent en fait si tu vas voir un psy c'est que t'es faible, c'est que t'es fou, c'est que t'as un problème et en fait c'est comme aller voir un médecin quoi. Voilà, sauf que c'est un médecin pour la tête. Bon, le dialogue, je crois que c'est le plus important, c'est ce qui ressort en tout cas de ce micro-trottoir. Tout à fait. La majorité des personnes qui ont été interviewées le disent. Engager la conversation, parler, poser des mots sur le mal-être, c'est hyper, hyper important. Rester proche, instaurer le climat de confiance. Philippe nous en parlera beaucoup mieux tout à l'heure, mais sortir, voir des amis, des proches. Attention aux réseaux, ils peuvent apporter beaucoup, mais ils peuvent aussi faire du mal. Consulter un spécialiste, un psychologue, un psychiatre. Une personne a même dit que ça devrait être mieux pris en charge. J'ai bien aimé aussi le témoignage de la dernière personne qui dit qu'il faut dédramatiser le fait de consulter un spécialiste. Ouais. C'est la même chose qu'aller voir un médecin, sauf que le psy, c'est un médecin pour la tête. Oui, c'est ça. C'est bien de le dire. Et ça fait plus d'1 an et demi qu'on le répète ici. Le psy, c'est le médecin pour la tête et c'est important parce que quand la tête va bien, le corps va bien et quand le corps va bien, la tête va bien. C'est important de tout corréler aussi, de ne pas oublier sa santé mentale. Oui, la santé mentale, elle fait partie de la santé globale. Absolument. On va continuer de parler des adolescents et de leur santé mentale. Et dans un instant, Philippe, je rappelle, vous êtes infirmier auprès de la maison des ados et vous allez nous expliquer dans quelques instants ce que c'est l'adolescence, parce que l'adolescence c'est un mot un peu large, un peu vague, qui veut peut-être dire beaucoup de choses et pas grand chose dans notre esprit. Pour beaucoup on pense à une période de la vie, mais je crois que ça implique beaucoup de choses. Vous nous expliquez ça dans un instant ? Oui. Le temps pour nous d'écouter Deep Purple. Qui a choisi ce titre ? C'est vous Philippe, vous nous direz juste après pourquoi vous l'avez choisi. Voici Deep Purple sur RCN dans Full Santé Mentale. Vous êtes avec nous, on est ensemble jusqu'à 11h, merci d'être avec nous. 10h, 11h. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et ce matin, nous parlons des adolescents et de la santé mentale des adolescents. Il y a quelques instants, on écoutait les réactions des gens dans la rue. On s'apercevait, Philippe, alors vous êtes notre invité, Philippe Merclin, vous êtes infirmier auprès de la maison des ados portée par l'OHS. Et on entendait que globalement, les gens considèrent qu'effectivement, l'adolescent a une santé mentale. J'apporterai une petite nuance et après vous allez nous expliquer ce qu'est l'adolescence, mais j'ai l'impression aussi que pour les gens, la santé mentale de l'adolescent n'est pas toujours la même que celle de l'adulte. On va en parler, vous allez nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut déjà commencer, Philippe, par expliquer ce que c'est l'adolescence ? Qu'est-ce que ça implique ? Parce que souvent on considère que c'est quelque chose qui arrive vers 14-15 ans, qui finit vers 18-19 ans et puis on n'en sait pas plus quoi finalement. Alors, l'adolescence, c'est d'abord et avant tout une affaire physiologique, c'est-à-dire c'est une augmentation de la vitesse de croissance de l'être humain. Il y a deux stades importants comme ça, ce qui correspond à peu près à l'âge de l'Oedipe, qui explique aussi c'est une période de bouleversement, et puis la période d'adolescence, alors qui commence de plus en plus tôt, qui commence maintenant, nous on prend les adolescents de 11 à 25 ans, et ça correspond à la fin de la maturation du corps et surtout du cerveau, parce que le cerveau humain n'est complètement, disons, fini que vers 25 ans à peu près. D'accord, ouais. Alors ça donne des phénomènes très importants parce que il y a une pression à l'intérieur du corps de l'adolescent, c'est une pression qu'il ressent aussi, évidemment, psychologiquement, dans ses rapports avec les autres. Il y a quelque chose qui presse de l'intérieur. C'est souvent un état assez douloureux. On voit des fois des phénomènes de croissance, ça fait mal, une jambe qui pousse plus vite que l'autre, les muscles qui grandissent pas aussi vite que les os, un sein qui pousse plus à droite qu'à gauche, les pieds, l'odeur qui change. Donc ceux qui traversent ça dure plusieurs années, sont très perturbés. Il y a des moments c'est plus rapide que d'autres et des fois à 15 jours de temps, on doit changer de chaussures, on se reconnaît plus tout à fait dans la glace. Oui, c'est quelque chose que vous disiez en préparant l'émission. Je trouve que c'est important de le dire, c'est que l'adolescent, c'est quelqu'un qui peut-être du jour au lendemain va se voir en 2 jours de suite dans la glace et va pas reconnaître la même personne. Ouais, tout à fait. Alors chez certains, quand ils sont un peu au courant de ça, quand ils sont bien entourés, quand ils en parlent, on les rassure et ça passe tout seul. C'est d'autres qui sont déjà un peu angoissés au départ. Ils peuvent se demander s'ils perdent pas un peu la tête. Comment ça se fait que je me trouve différent d'hier ? Est-ce qu'il m'arrive ? Est-ce que je me vois bien ? Est-ce que j'ai pas des drôles d'idées ? Ça peut induire des fois des angoisses encore supplémentaires. Et plus on est angoissé, plus on a tendance à s'observer à ses pieds. Plus on s'épie, plus on se trouve bizarre et différent. Donc on peut arriver à des idées des fois pas délirantes, parce qu'il n'y a pas de délire là-dessus, mais des idées des fois très très inquiétantes pour les adolescents. Donc on voit que c'est une période de fort changement, l'adolescence, puisqu'on parle ici de santé mentale. La question était posée de savoir est-ce qu'un adolescent finalement lui aussi a une santé mentale. Est-ce qu'on peut dire que la santé mentale de l'adolescent elle est la même que celle de n'importe qui, ou est-ce qu'elle est différente, ou bien tout simplement est-ce qu'elle est impactée différemment ? Elle est impactée très différemment parce que comme c'est une période de croissance, tout ce qui vient perturber ça, que ce soit psychologique ou physiologique, c'est un impact plus important qui sera très durable. Et l'autre chose qui l'impacte, c'est que le mode de vie actuel est absolument antinaturel. Un adolescent, c'est comme un gamin, c'est fait pour se fatiguer, c'est fait pour cavaler, c'est plus fait pour les travaux des champs ou la chasse que pour l'étude. Physiologiquement, je dis pas qu'il faut revenir à la préhistoire, attention, mais physiologiquement, c'est très très difficile. Rester assis et mettre toute son énergie à un travail intellectuel, faire 36 heures de cours, 3 heures de devoirs tous les soirs, c'est pas tout à fait la même chose que d'aller au champ, au jardin, de promener les vaches, etc., ou d'aller traire les chèvres au bout du champ. C'est très très différent. Et le corps, en fait, on a toujours le même corps que pratiquement les hommes préhistoriques. Donc notre corps est pas tellement habitué à ce régime-là. Et comme c'est un régime, effectivement, avec la pression intérieure, il y a besoin de bouger sans arrêt, mais avec l'école, les réseaux sociaux, la télé, on bouge pas. Il y a un décalage et rien que ça peut entraîner un sentiment de malaise extrêmement important qui fait que on n'est pas sûr de bien vivre sa vie. Qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? Quel est le sens de l'existence? Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre ce que notre physiologie veut et ce que la société nous impose de faire. On reviendra sur la notion des réseaux sociaux ou encore même de l'environnement social et sociétal. Ça a été évoqué d'ailleurs par quelqu'un qui répondait à notre micro-trottoir. Si je reviens sur la santé mentale de l'adolescent, du coup on entend bien qu'il y a un impact fort de l'adolescence sur la santé mentale. Qu'est-ce que vous, à la maison des ados, vous retrouvez le plus fréquemment dans ces troubles qu'on peut retrouver peut-être en santé mentale adolescente? Alors, un des motifs de venir à la maison des ados pour les ados, c'est généralement des problèmes dans leur relation avec les autres, avec les amis, avec leurs parents, très souvent. En dessous de ça, souvent, on remarque beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses qui s'apparentent à la dépression, une tristesse de l'humeur,
pas envie de faire grand-chose, envie de rien, se trouver une baisse de l'estime de soi qui est vite très très importante. À l'adolescence, si on se trouve pas un peu le plus beau, on est tout de suite le plus moche. Donc c'est catastrophique. Ça paraît des enfantillages. Moi, c'est vécu très très violemment. L'autre chose qui amène beaucoup, on a 70% de filles pour 30% de garçons. On s'aperçoit qu'en dessous de toutes les demandes, notamment chez les filles, il y a beaucoup de problématiques de violence sexuelle, notamment intrafamiliales. C'est malheureusement extrêmement fréquent. Ouais. On voit d'ailleurs la campagne en ce moment du gouvernement qui annonce que toutes les 3 secondes, un enfant subit une violence sexuelle en France. Ouais. C'est presque une industrie, quoi. C'est absolument terrifiant quand on y pense. C'est un chiffre quand on se rappelle que toutes les 3 secondes, c'est-à-dire que là on a parlé, il y a déjà au moins 4, 5, 10 gamins qui ont subi effectivement des violences sexuelles. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure à la radio, vous m'avez dit aujourd'hui la santé mentale des adolescents, elle va de moins en moins bien. Ouais. C'est essentiellement pour l'instant un peu les suites du Covid, parce que déjà pendant le Covid, on a beaucoup dit aux jeunes, aux ados, aux jeunes adultes qu'ils étaient des assassins s'ils sortaient, s'ils s'embrassaient. Oui, c'est pas facile à vivre. Ils sont restés coincés à la maison. Physiologiquement, déjà à l'école c'est difficile, mais coincé à la maison, alors c'est avec les parents en plus. J'étais resté coincé 3 mois avec mon père, on se serait entretués, il n'y a pas photo. Donc et puis il y a aussi, je pense, un phénomène très important, c'est tout ce qui est écran et réseaux sociaux. Il faut bien se mettre en tête que quelque chose comme un smartphone, les crédits qui sont affectés à des études psychologiques pour le rendre addictif sont sans commune mesure avec les crédits qui sont affectés à la psychiatrie pour libérer les gens de l'addiction. Ça n'a rien à voir. Et les carrières intéressantes sont pour rendre les choses addictives, non pas pour libérer les jeunes de ça. Donc il y a un déséquilibre et c'est presque impossible pour un adolescent, déjà c'est très difficile pour un adulte, de rester froid face à un truc comme le smartphone, les réseaux sociaux. Il y a une dame qui disait dans les interviews qu'effectivement ils vivent un petit peu à côté de la plaque. Dans un monde multimédia, elle disait. Ils vivent dans un monde multimédia en plus d'être dans le monde réel. C'est ce qui leur fait une charge supplémentaire. Si on vit que dans le monde matériel, c'est assez peinard en fait. On n'entend rien, on voit rien, c'est tranquille. Si en plus on a toutes les informations qui arrivent, toutes les violences qui arrivent, tous les exemples qui arrivent, ça devient très difficile de se sentir un peu à la hauteur de la vie qu'on croit que nous proposent un peu tous les réseaux sociaux. Je pense que ça contribue vraiment à la difficulté parce que ça contribue après. Les parents sont contents d'acheter un smartphone à 12 ans à leur gamin, et puis 3 mois après, il sort plus de sa chambre, il passe 10 heures dessus, donc après, il faut l'arrêter. Après, on voit qu'il y a aussi le rôle des parents est important là-dedans. Il est très important. Il est très important, sauf que les plus jeunes parents, eux aussi, ont été biberonnés à l'Internet et aux réseaux sociaux, donc c'est difficile. On va dans les magasins, vous trouvez couramment des gens qui poussent, ils ont leurs gamins pour faire les courses tranquilles et leur donnent le smartphone. Oui, donc ils ont 3-4 ans. Il y a des gosses, ils savent faire comme ça, ils savent pas tourner une page de livre, ils savent faire tourner sur les tablettes. Donc ça complique la vie parce que tout ce qui est addictif, facile, prenant, c'est mieux que les devoirs de maths, c'est mieux qu'aller te prendre la pluie sur la tête en faisant un tour en vélo, que de se faire bousculer en jouant au rugby, donc Puis si on va dans le prolongement, je dirais même que, vous dites c'est addictif, effectivement, prenant, mais alors on peut parler aussi peut-être ici de harcèlement et de cyberharcèlement, parce que l'impact du multimédia, du réseau social sur le harcèlement est très violent. C'est extrêmement important, c'est d'autant plus important que pour les ados, les réseaux sociaux, c'est aussi la vie réelle. Moi, par exemple, qui suis d'un certain âge, ça me paraît tout à fait éthéré, pas important. Mais pour les ados et pour les jeunes adultes, c'est extrêmement important. Et une insulte sur les réseaux sociaux, c'est aussi grave, voire plus, parce que ça peut être entendu par des milliers de personnes qu'une insulte dans la vie réelle. Et l'autre problème, c'est que ça n'a pas de fin. Autrefois, quand on se faisait harceler à l'école, on sortait de l'école, on rentrait chez soi, c'était tranquille, on était avec papa et maman, les autres, ils étaient dans leur quartier, c'était peinard. Maintenant, par l'intermédiaire du smartphone, ils sont là tout le temps. Et pour un ado,
c'est impossible de pas regarder son smartphone. Il peut pas l'avoir et pas le regarder. Enfin, je dis, déjà que pour l'adulte c'est difficile, donc l'adolescence. C'est un peu comme un adulte qui vient d'acheter une voiture neuve et tu essayes de rouler le moins possible. Bah, non, c'est pas possible. Je viens de l'acheter. Hein, ça roule. Effectivement. Je voudrais qu'on revienne aussi sur la relation de l'ado avec les parents. Qu'est-ce qui explique qu'un enfant, jusqu'à ce qu'il arrive à l'adolescence, a une relation avec ses parents plutôt facile et que d'un seul coup, justement, ce lien peut se distendre et que la communication peut devenir compliquée? Vous l'avez abordé tout à l'heure. Oui, oui. Alors, ce qui est compliqué, ça vient surtout du côté des parents, non pas qu'ils soient fautifs de quoi que ce soit, mais c'est que il est très difficile pour un parent de comprendre ses enfants. Ça prend du temps. Les parents n'ont pas le mode d'emploi des enfants, d'une certaine façon, alors que les enfants l'ont très rapidement. Ils savent très rapidement comment faire agir, hurler, pleurer, leur papa, leur maman, ça va très vite. L'inverse, c'est moins vrai. Et puis, il y a un changement qui se produit. Un enfant, quand on l'a, bon, il commence on attend les 3 premiers mois qu'il fasse sa nuit, c'est aidant. Puis, à un moment, ça devient à peu près peinard, une période de latence jusque de 5, 6 à 9, 10 ans. Wow, c'est tranquille, si on avait su, on aurait fait 15, tellement c'est facile. Leur grand plaisir, c'est manger une glace au chocolat à côté de papa en regardant des dessins animés. C'est beau la vie, hein, comme ça. Donc de bol, à 12 ans, tout à coup, il aime plus la glace au chocolat, il aime plus les dessins animés, il commence à plus trop aimer papa. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Les parents sont pas contents, ils font un peu la tête. Le gosse, il se dit... moi, c'est comme ça, j'en ai marre des glaces au chocolat, il n'y a pas de raison de me faire la tête. Donc, ça devient un petit peu hostile, c'est difficile de s'expliquer que son enfant chéri, tout à coup, partir en vacances avec papa et maman, aller au cinéma, aller passer le dimanche chez papy et mamie en famille, non, il a les réseaux sociaux, il a TikTok, il a ses copains, ses copines, il a envie d'autre chose. Et les parents, il y a un temps d'adaptation qui est extrêmement long au changement chez l'enfant, qui lui est très rapide. Quelquefois, en 3 mois de temps, là, il est passé de l'enfance à l'adolescence. Hein. Il était au CM2, c'était un bon chéri, il arrive en 6e, c'est un... on le dit, c'est une étape. Hein. C'est la 6e, hein, c'est une vraie étape. C'est une vraie étape. Alors, c'est une étape qui est intéressante, parce que si on arrive à faire qu'elle se passe difficilement, comme tout le temps, mais plutôt bien, sans trop d'hostilité, sans trop de haine, après, il y a les retrouvailles après l'adolescence. Après, à 25, 26 ans, il est content de revenir le dimanche chez papa, maman. C'est vachement sympa. Puis, il est repas en famille. Puis, pourquoi on ferait pas avec les cousins, etc. Mais jusque-là, c'est difficile. Et c'est difficile vraiment pour les parents. Donc, c'est difficile de pas tomber dans le piège de se dire... ou j'ai fait du mal à mon enfant, il m'aime plus, ou bien petit abruti, ce serpent que j'ai élevé en mon sein, qu'est-ce qu'il me fait comme tour de cochon, quoi. C'est très difficile pour les parents aussi. Je lisais dans un document du Psychome dont on reparlera tout à l'heure aussi, qu'il y avait cette idée aussi que le parent est infaillible et que d'un seul coup on voit ses failles quand on devient, quand on rentre dans l'adolescence. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Tout à fait. Le parent est infaillible parce qu'on n'a encore pas, pendant l'enfance, vraiment la comparaison avec les autres. Par exemple, le délice du dimanche soir des croque-monsieur en regardant la télé, c'est paradisiaque. Et puis quand on commence à voir autre chose, on se dit, c'est quand même un truc, les croque-monsieur le dimanche soir devant la télé avec les parents. Moi, mes copains, c'est ceci, c'est cela, ou bien ils se font livrer du McDo ou des choses comme ça. Donc, tout à coup, on regarde ses parents en disant, qu'est-ce que c'est que ces vieux machins? Et puis aller en vacances au camping, c'est terrifiant. Aller visiter des châteaux, non, quelle honte. Si mes copains me voient avec mes parents, c'est l'âge où moi j'ai eu mon fils, il m'a fait le coup. Hein, je l'ai amené au lycée, on habitait la campagne. La première fois que j'ai amené au lycée, arrête-moi là, papa. On est à 200 mètres. Tu veux pas que mes copains me voient avec toi quand même. Voilà, ça m'a mis une claque. Hein. Et puis on l'a tous vécu. Il y a ce moment où on fait le bisou en descendant de la voiture, puis le moment où c'est limite si on tend la main, quoi. Exactement. Ouais. On le dit, le dialogue, enfin, on l'a bien compris, ça a l'air d'être quelque chose de très important quand on rentre dans cette phase d'adolescence. Ouais. Comment alors, je vais rester pour l'instant sur le côté parent-enfant. Comment est-ce que quand on est parent, on peut créer un dialogue différent, peut-être avec l'adolescent, pour mieux l'accompagner dans cette étape de sa vie? Alors, le problème du dialogue avec ses enfants, c'est pratiquement à faire depuis la naissance. Si c'est pas fait très tôt, si on n'a pas l'habitude de papoter avec eux, à table, quand ils racontent leurs histoires d'école, si on leur dit ça m'intéresse pas, c'est fini, c'est raté. À l'adolescence, on va se mettre à causer parce qu'ils ont des idées suicidaires. Si les dessins qu'ils font à l'école vous ont pas intéressé à l'époque. Hein. Donc, ça demande d'avoir un réel intérêt pour ses enfants tout le temps. Alors, c'est pas toujours facile. Des fois, on est fatigué, on en a marre, on s'engueule avec son conjoint, etc., etc. Mais sinon, on peut pas se mettre tout d'un coup à l'établir à l'adolescence parce que l'adolescent va pas. Là, il vous regarde en disant c'est bon, t'arrives un peu tard, hein, la guerre est finie, mon grand. C'est compliqué pour. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut instaurer tout le temps. Et après, ça passera à peu près bien. Et en même temps, la difficulté, c'est qu'il faut montrer qu'on est capable de soucier de ses enfants, mais de pas être pulvérisé s'ils vont très mal.
Et ça, c'est difficile. Si votre gosse, il a envie de mourir et qu'il vous dit il pense que si vous dites, papa, j'ai envie de me suicider, vous allez vous évanouir ou vous suicider à votre tour, il pourra jamais avoir envie de vous le dire. Il faut qu'il vous sente fiable et ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'en tant que parent, on est impacté par tout ce qui les fait souffrir aussi. Et alors, si on n'a pas eu le bon dialogue avant l'adolescence et qu'on voit qu'il y a des signaux, je ne sais pas si on dit signaux faibles, en tout cas qui prouvent qu'il y a un problème de trouble mental à ce moment-là de l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, en tant que parent, il y a une bonne solution, à mon avis, c'est de venir en causer à la maison les adolescents, par exemple. On fait ce qu'on appelle du soutien à la parentalité. Donc, même si les ados en question ne veulent pas venir parce qu'ils estiment qu'ils vont bien, s'ils n'ont pas envie de causer ou quoi que ce soit, les parents peuvent venir... on peut les aider à s'éclaircir un peu les idées, à réfléchir sur la situation, à réfléchir comment engager le dialogue, voire au bout d'un moment faire venir l'adolescent avec eux, parce que très souvent, les parents envoient leurs ados à la maison des ados. Les ados nous disent « mais c'est mes parents qui devraient consulter ceux qui sont pas bien ». Et quand ils voient que c'est les parents qui font l'effort d'aller un peu causer au sujet des souffrances qu'ils ont pour leurs ados, les ados ils disent « tiens, en fin de compte, il est peut-être pas si borné que ça, mon père ou ma mère ». Donc ça change un peu la donne, ça. D'accord, donc ça peut être effectivement un bon moyen. Alors, moi j'ai plein de questions à vous poser et le temps sera limité, mais c'est pas grave, on sera comme à chaque fois frustré en sortant de cette émission. Je voulais qu'on reparle aussi de la pression scolaire et du rôle de l'école. L'adolescent passe beaucoup de temps à l'école et c'est aussi peut-être un endroit où on peut détecter les souffrances de l'ado. Alors, ouais, c'est un endroit où on peut détecter les souffrances de l'ado. Le problème, c'est que je crois qu'il y a un infirmier ou un médecin scolaire pour à peu près 11 ou 12 000 élèves. Donc, faut vraiment qu'ils aient des yeux. Les CPE sont débordés. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnel qui peut être très attentif. Ils sont la plupart du temps très disponibles si on les interpelle, mais leurs moyens sont limités. Et l'autre problème, c'est que l'école en elle-même, comme elle est faite, est une source de souffrance très importante. Il faut quand même bien se rappeler qu'il y a des pays, les gamins, ils vont à l'école pratiquement que les matins. Oui. Et ils ont autant de médecins et d'ingénieurs qu'en France. Alors, ça mérite réflexion. Les ados, ils savent tous ça. Ils disent pourquoi je me tape 36 heures de cours alors que mon correspondant allemand, il en a 18, quoi. Il y a un malaise, là. Ils ont envie de parler allemand, hein. Donc, en plus, il y a, après, quand vous rentrez, je vois des lycéens en terminale, ils ont 36 heures de cours. Ils ont encore au moins 3 ou 4 heures de devoirs tous les jours. Ils attendent les prochaines vacances, mais en même temps, ils disent, chacun va nous coller. Je veux dire, ça tombe comme un gravelotte, quoi. Ça pleut sans arrêt. Et beaucoup, quand on va dans les écoles, beaucoup sont épuisés, quoi. Ils sont simplement épuisés. Alors, quand la famille est très soutenante, quand ça va bien, quand il n'y a pas de problème de fric, quand on a sa chambre à soi, son bureau, son ordinateur, ça va. Mais quand les parents sont en train de divorcer, quand le père est violent, quand il vient de perdre son boulot, quand on ne sait pas ce qu'on va bouffer la semaine prochaine, 3 heures de devoir sur les maths, une dissertation de philo, c'est pas possible, hein, faut pas rêver. On peut pas, si on peut dire en caricaturant, on peut pas travailler intellectuellement si on n'a pas l'estomac plein et les fesses bien assises. Il faut qu'on se sente bien sinon c'est impossible. On demande des efforts surhumains à des enfants qui sont pas dans des bonnes conditions, beaucoup. Il y a quand même énormément de pauvreté en France comme dans plein de pays. Et bosser intellectuellement, alors on dit ça devrait être donner un sursaut, mais en fait non, c'est des boulets trop lourds pour les trimballer, hein, c'est pas possible. Il y avait aussi, dans les réponses données dans le micro-trottoir, la notion de l'ado, c'est quelqu'un qui se cherche. Et la question a été posée de se dire, voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup du questionnement sur le genre, sur l'orientation. Et la personne disait d'ailleurs, on en fait peut-être trop et du coup, on crée encore plus de troubles. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense qu'effectivement, les ados, c'est une période où on se cherche, on n'est pas sûr de son orientation sexuelle, on n'est pas sûr de savoir qui on n'est pas sûr de vouloir être dans le genre dans lequel on est ou dans le sexe dans lequel on est. C'est des questions, moi je pense que c'est des questions que c'est important que les ados puissent se poser, qu'ils puissent être aidés à y réfléchir. Je pense qu'effectivement, il y a un espèce de tapage sur les réseaux sociaux qui est fait, qui est pas forcément intéressant pour eux, parce que ça creuse la question sans jamais essayer d'aller vers quelque chose d'apaisant ou vers une réponse, hein. C'est l'idée que tout est incertain, tout à remettre en cause. C'est déjà naturel chez les ados parce que c'est comme ça dans leur vie. Si on en rajoute trop, c'est difficile. Néanmoins, c'est important aussi que ce soit pas des sujets tabous et qu'ils soient abordés facilement. C'est difficile de trouver un équilibre, en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui existe. À mon avis, la transidentité, le transgenre et ces choses comme ça, c'est aussi, ça va peut-être faire hurler, c'est aussi un signe de civilisation. C'est-à-dire que
Quand on n'a plus besoin de chasser, quand on a du temps, on peut se consacrer à autre chose. Réflexion sur le rôle des gens dans la vie, etc. Si vous pensez bien qu'en Ukraine, par exemple, en ce moment, la transidentité, tout le monde s'en fout. Dans les pays où on crève la faim aussi, c'est beaucoup moins important. Donc c'est quand même un signe, c'est douloureux pour ceux qui sont soumis à ce questionnement, mais c'est un signe que la société, d'une certaine façon, évolue dans quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion sur le rôle de chacun, sa place, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait de son sexe, etc., etc. Donc, en soi, pour moi, c'est quand même plutôt un progrès social. Je suis pas sûr que individuellement ce soit facile. Attention, mais c'est quand même quelque chose. C'est une possibilité d'avancer un peu socialement, de se poser des questions qu'on n'avait pas l'occasion de se poser avant. Ok. Vous disiez quand même tout à l'heure que finalement, il n'y a pas tant d'adolescents que ça qui viennent consulter pour ce souci-là. Alors, nous, on n'en voit pas beaucoup. Alors, il y a énormément de discours, effectivement, autour de la transidentité. Il n'y a pas tant d'adolescents que ça qui sont trans. Il y en a qui le sont de manière transitoire, si j'ose dire, c'est-à-dire parce qu'effectivement, on ne sait pas, on essaye, on arrête, on recommence, etc., etc. Ça, c'est aussi une très bonne chose. Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui ont des réseaux à part. Il y a des associations LGBTQ+, etc., etc., des associations de trans. Sur les réseaux sociaux, il y a des tas de secteurs où on peut causer comme ça. Donc, je pense qu'ils font ils font leurs recherches eux-mêmes, ils s'agglutinent entre eux pour aussi parce qu'il y a quand même toujours le risque de sentir un regard pesant sur soi. Donc, souvent, on est dans un entre-soi qui n'est pas forcément sain, mais au moins qui est reposant et puis qui est protecteur. Parce que faut reconnaître que sinon, c'est pas facile. Quand on voit un jeune homme ou une jeune fille qui a décidé, pour des raisons qui ne regardent qu'elle, de changer de genre, dans son lycée, souvent. Alors, j'en ai vu par contre d'autres qui sont, notamment une jeune fille qui est en train de devenir garçon, une personne qui a je pense que si elle écoute, elle se reconnaîtra, qui a un aplomb pas possible et tout passe, quoi. Là, vraiment, et personne ne s'aviserait de lui faire la moindre remarque. Et c'est très rare, la plupart du temps, c'est des gens qui sont fragiles, c'est une fragilité que le regard fragilise encore plus. On continue de parler de l'adolescence dans quelques instants sur RCN dans l'émission Full Santé Mentale. Le temps pour nous d'écouter Paranoid, Black Sabbath. Qui a choisi ce titre ? C'est toujours Philippe. Décidément, vous en avez choisi des musiques ce matin. Bienvenue dans Full Santé Mentale, on est ensemble jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et avec Philippe Merclin, qui est infirmier, consultant clinicien à la Maison des Adolescents, un projet qui est porté par l'OHS, on en redira un mot dans quelques instants. Alors on a balayé ensemble un petit peu ce qu'est l'adolescence, les difficultés que peuvent croiser les adolescents. On a le plaisir d'avoir autour de cette table une jeune fille qui est stagiaire ici à RCN, qui s'appelle Elisa. Tu es toute jeune, tu as 23 ans. Donc l'adolescence, c'est pas très éloigné pour toi ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ton adolescence ? Alors moi, ça n'a pas été très facile. Déjà au lycée, ça a été un peu compliqué. J'ai une famille assez nombreuse. J'ai 4 frères et une sœur. On vivait dans un tout petit appartement. Et du coup, je dormais dans la même chambre que mon frère qui a 2 ans de moins que moi. Et le plus petit de mes frères devait avoir 3, 4, 5 ans peut-être. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de faire mes devoirs, de réussir au lycée. Mon année de terminale a été très, très, très compliquée pour le coup, parce que j'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs. Il y avait beaucoup de bruit tout le temps, j'arrivais pas à être sereine, à vraiment me reposer, et du coup, ça a été très compliqué. Ça amène la question du repos d'ailleurs, Philippe Merclin, dont on parlait un peu hors antenne. Le repos pour l'adolescence, c'est important d'avoir des endroits ou des moments où il peut souffler. C'est important d'avoir des endroits où on peut venir se plaindre de ce qu'on vit et que cette plainte elle soit bien reçue, sans être dénigrée, sans être disant mais t'as tout ce qu'il faut, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, et puis serre les dents, ça va passer. Quelqu'un qui puisse accueillir ce que vous dites et constater qu'effectivement c'est difficile. Pour toi c'est difficile. La chambre avec son frère, etc., pas faire ses devoirs, voir ses études qui risquent de capoter, c'est difficile, t'as raison d'être triste, de pas être bien, de pas te sentir bien, c'est normal. À partir de là, une fois qu'on a mis bien le pied au fond de ce qui va pas, on peut commencer petit à petit à remonter un petit peu, c'est-à-dire à aider la personne à réfléchir un petit peu sur ses conditions de vie, sur ses ressentis intérieurs pour qu'elle s'en dégage un petit peu. Alors souvent, le fait simplement d'en parler,
Ça dépend aussi comment c'est écouté, bien évidemment. Mais de parler de ses ressentis permet d'en faire un peu une mise à distance, comme c'est un objet qu'on peut examiner. On n'est plus tout à fait collé à sa tristesse, son angoisse, son sentiment d'échec. On prend un peu de distance là. Et rien que ça donne un petit peu d'air, une petite respiration. Ça arrange pas tout, ça rend pas les appartements plus grands, hein, c'est pas... Mais... T'as eu l'occasion, justement, d'en parler, de prendre cette distance, Elisa? Non, pas réellement. Pour le coup, la seule chose qui m'a permis de prendre de la distance, c'est de réellement prendre de la distance, parce que pour le coup, j'habitais à Dijon, et quand j'ai terminé le lycée, j'ai déménagé à Nancy pour faire mes études. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, à du coup mieux réussir mes études, parce que j'avais vraiment un cadre plus calme, plus reposant. Les conditions de vie sont extrêmement importantes pour faire des études correctement. Si on regarde par exemple les médecins, beaucoup de médecins sont enfants de médecins, de pharmaciens, etc., etc. Parce que pour faire des études aussi difficiles, si vous n'avez pas votre chambre à vous avec votre bureau, votre ordinateur et un bon accès à Internet, s'il y a votre petit frère qui dort à côté ou la petite sœur qui gambade dans la chambre quand vous travaillez, vous faites pas des études longtemps. Hein, c'est difficile, effectivement. Donc il faut des conditions de vie satisfaisantes. C'est l'effort intellectuel comme l'effort physique demande effectivement à ce que autour, on soit soutenu, on soit, je vais dire, bien nourri affectivement, intellectuellement. Sinon, on envoie les gens au casse-pipe un peu, parce que très souvent, on tient pas compte de ça. On leur dit, mais si tu bossais un peu plus, hein, je sais pas, on a peut-être dû te le dire, si tu faisais des efforts, ça irait mieux. Mais des fois, même les parents, moi, j'ai vu une dame une fois, une gamine me raconte que elle dit à sa mère, un jour j'en ai marre, j'ai envie de mourir. Sa mère dit, si tu travailles mieux à l'école, ça n'arriverait pas. Hein. Donc, et d'ailleurs, c'est des choses qu'on a un peu entendues dans le micro-trottoir, hein, le discours de l'adulte sur l'ado, il n'est pas toujours très fin. T'as tout pour être heureux, même si t'as rien, mais d'ailleurs tes parents avaient beaucoup moins, donc te plains pas, et c'est comme ça, et pas autrement, marche ou crève. Bon, c'est une erreur que font beaucoup de parents. Hein. Ça me déculpabilise un peu, je me sens moins seul. Mais... on a une espèce, chez l'être humain, une espèce de tentation assez stupide de penser que l'engueulade, ça fait avancer. Hein. C'est un peu comme les bourricots quand ils sont chargés. On peut taper un peu dessus à un moment, mais au bout d'un moment, il crève et puis il tombe. Il vaut mieux lui donner bien à manger et puis du repos si on veut qu'il aille loin. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. C'est pareil pour les ados, en fait. Il faut qu'ils aient du repos, qu'ils aient à manger, qu'ils aient un milieu comme une plante, un milieu qui les nourrisse correctement. Alors, attention, c'est pas toujours la faute des parents. Quand on peut pas trouver un appartement grand, qu'on a une famille nombreuse, quand on n'a pas de boulot, etc., on peut pas jeter la pierre aux parents non plus. Mais pour les mômes, c'est vachement difficile. Extrêmement difficile. D'où l'importance d'ouvrir le dialogue. Ouais, tout à fait. Hein. Là, si les parents peuvent un peu causer, un peu s'expliquer tous ensemble, on fait ce qu'on peut, c'est difficile. On peut obtenir des fois... Quand on y arrive, quand on a pris l'habitude, on peut obtenir que pendant l'heure des devoirs, ce soit un peu plus calme que ceci, que les autres y sortent jouer dehors, etc., etc. Mais très souvent, quand la famille a du mal, les parents sont très honteux que ça aille mal et supportent pas la moindre critique, non pas parce qu'ils sont bêtes, mais c'est parce que ça leur fait encore plus mal. Ils aimeraient bien que ce soit bien, c'est pas bien, on leur dit c'est pas bien, ça les déchire, donc ils mettent des baffes à tout. Ils rouspètent, hein. Ils se défendent. Donc tu nous as raconté ta vie à la maison, et au lycée, ça s'est passé comment, ta vie au lycée en tant qu'adolescente? Au lycée, ça s'est plutôt bien passé. Je réussissais plutôt bien, j'étais dans la moyenne et j'ai réussi mon année de justesse, du coup. Et j'ai réussi mon bac de justesse. Et tes relations avec les autres? C'était plutôt bien, ouais. J'avais pas de problème en particulier pour le coup. D'accord. Je pose la question parce que c'est pour voir un peu la corrélation qui peut peut-être y avoir ou pas d'ailleurs dans ces relations-là. J'en profite parce qu'on parle de lycée, de parler du livre Les Tribulations d'une CPE féministe dans un lycée de banlieue. C'est une CPE, si je dis pas de bêtises, de Toul. Un mot dessus peut-être, Stéphanie? Eh bien, en fait, c'est Karine S. Marchand qui a écrit ce livre et qui raconte sa vie de CPE avec des témoignages. Enfin, elle apporte des témoignages d'adolescents qu'elle a rencontrés dans sa vie de CPE. Donc, si vous voulez lire son bouquin qui parle de l'adolescence et des troubles qui traversent les adolescents pendant cette période-là, ça peut être... une lecture supplémentaire. Merci pour cette petite promo intéressante sur un livre qui effectivement, je pense, a toute sa place dans une discussion comme celle de ce matin. C'est local.
Et c'est local, exactement. Alors le temps passe vite, il nous reste à peine quelques minutes. Est-ce que peut-être on peut évoquer un petit peu, donc on a parlé un peu de ce qu'est la Maison des Ados, redire un petit mot, où est-ce qu'on vous trouve, qu'est-ce qu'on peut y trouver, qui est concerné par la Maison des Ados peut-être? Alors on nous trouve à Nancy, 14 rue... Ah bah tiens, j'oublie le nom de la rue, comme j'y vais sans savoir où. Oui. On est exactement entre la CAF et Pôle emploi. Ah bah voilà, pas à mi-chemin, donc on est quand même facile à trouver. C'est rue de Neufchâteau, voilà. Très bien. Toutes mes excuses. On peut passer à l'improviste, on est toujours reçu. Il y a toujours quelqu'un qui se détache pour faire un premier entretien, pour donner un rendez-vous pour après. Sinon, le mieux, c'est de nous téléphoner au secrétariat, de prendre rendez-vous. Alors, mon excuse d'avance, en ce moment, les rendez-vous, il y a presque 2 mois d'attente pour avoir un rendez-vous. On est victime un peu de la mauvaise santé mentale des adolescents. Oui. Moi, j'ai commencé il y a 6 ans, on donnait rendez-vous dans la semaine, quoi, il y a 6 ans. Un peu comme ça a changé. Alors, les adolescents peuvent venir de 11 à 25 ans. Des fois même un peu plus tôt, s'ils ont que 10 ans et demi, mais qui sont 6e, on reçoit quand même les gens. Des fois, il y a des parents qui nous amènent un gamin qui a 9 ans, mais il n'y a personne d'autre pour le prendre. On ne va pas les mettre à la rue. Sûr, ouais. On reçoit aussi les parents, soit avec leurs ados, soit tout seuls. Quand les ados veulent pas venir, que les parents estiment qu'il faut causer un peu de tout ça, s'éclaircir les idées, ils peuvent venir. On reçoit aussi des fois des professionnels, on reçoit des fois des familles, des groupes, on travaille donc les fratries aussi, on peut avoir des fois des gens qui viennent. Moi j'ai mon frère, il est bipolaire, c'est le bordel à la maison, je sais pas comment faire, j'en ai marre, et ils viennent nous causer de ce qu'ils vivent à la famille. Eux-mêmes ont le problème d'avoir un problème en quelque sorte, mais ça les affecte pas directement. Toute personne qui de toute façon on est ouvert, c'est un accueil libre. Il peut être anonyme, il n'y a pas besoin de carte vitale, il n'y a pas besoin de carte d'identité, il n'y a pas besoin d'autorisation parentale, puisqu'il n'y a pas de médecin, donc on peut venir, c'est pas comme le CMP, on peut venir comme on veut, en cachette des parents si on veut, il n'y a pas de souci. Si on vient pendant les heures de cours, parce que des fois on n'a pas d'autre place, on fait des certificats comme quoi les gens sont passés, la plupart des lycées les acceptent sans problème, à part chez certains dont ils savent que toutes les occasions sont bonnes pour rater des cours, mais dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Tout ce qui est tous les professionnels en lien avec les ados peuvent nous contacter. On a des fois des éducateurs, des assistantes sociales. Des médecins peut-être aussi? Des médecins. Alors, on a des médecins généralistes qui nous envoient les ados. On a aussi beaucoup, comme c'est un peu surbooké partout, on a les urgences pédopsychiatriques qui nous adressent des ados, les urgences psychiatriques nous adressent des ados majeurs quelquefois, des psychiatres, des fois des pédopsychiatres libéraux qui nous adressent des ados parce qu'ils peuvent les voir qu'une fois tous les 2 mois comme ils ont trop de monde, donc il faudra un endroit pour parler, ils nous les envoient. Bon, on aurait encore des tas de choses à raconter sur la Maison des Ados, je suis sûr qu'on refera une émission là-dessus. D'autres outils très rapidement, on peut parler du Psycom, c'est un livret que vous pouvez télécharger, qui est vachement intéressant à lire pour le coup, qu'on soit adulte, peut-être ado aussi, mais surtout pour les adultes, j'irais pour les parents. C'est un site surtout à consulter. Et c'est un site, ouais. Vous avez, qui est très facile d'accès et qui permet de répondre à plusieurs questions et plusieurs portes d'accès. Ouais. Et puis avec des petits livrets à télécharger que vous pouvez lire qui sont passionnants. L'Instagram du CPN aussi, on peut trouver des ressources pour les ados. Tout à fait, c'est une jeune alternante en communication qui a créé cet Instagram, et donc c'est jeunes qui parlent aux jeunes sur tous les sujets de santé mentale. Et puis on n'oublie pas que quand on est adolescent, on est aussi concerné par des pensées suicidaires, et qu'il y a un numéro de téléphone, le 3114, que vous pouvez contacter à la moindre idée que vous avez. Et puis il y avait je crois un autre... C'est un numéro national. Et il y a un numéro local, je crois. Il y a un numéro local que je conseille surtout à tous les parents qui auraient un ado comme ça qui pose ce genre de problème, c'est l'unité d'accueil d'urgence psychiatrique, c'est le bureau infirmier, c'est le 03 83 85 12 56. Vous êtes sûr redonnez-le 03 83 85 12 56. On le mettra d'ailleurs sur la vidéo YouTube. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes sûr d'avoir un professionnel qui répond, quelle que soit votre demande, bien sûr pas pour livrer des pizzas, mais quel que soit le souci, on peut vous orienter, vous donner une réponse, vous dire vers qui vous adresser. On ne vous laissera pas tout seul. En cas d'urgence. En cas d'urgence, oui. N'appelez qu'en cas d'urgence, évidemment. Mais ça peut sauver des vies. Très bien, donc notez bien ces numéros, on vous les remettra. Juste pour vous dire qu'il y aura un stand de prévention durant la semaine du NJP à la Pépinière. Un petit mot rapide là-dessus. Qui est-ce qui voulait en parler? Non, que la Maison des Ados sera présente pendant. On sera présent. Moi, je serai à la soirée blues. Et bien voilà. Donc venez rencontrer la Maison des Ados dans le cadre du NJP. Le mois prochain, l'émission. Alors, ça va être passionnant. Une émission spéciale dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale.
Une émission spéciale délocalisée qui parlera de la psychiatrie d'hier à aujourd'hui. Voilà, très bien, vous retrouverez ça donc dans un mois. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain les amis. Belle journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Merci, bonne journée. RCN, www.rcn-radio.org